Nos invités, professeur Christian Bréchot, vous êtes virologue, président du Global Virus Network, professeur à l'université Tampa de Floride. Vous avez dirigé l'INSERM et l'Institut Pasteur. Frédéric Attenet, vous êtes chef de service urgence de l'hôpital Avicenne de Bobigny, directeur médical du SAMU de la Seine-Saint-Denis. En visioconférence, on retrouve Sandra Wabian, vous êtes directrice du pôle société du Crédoc. Et Richard Anchou, vous êtes médecin généraliste à Paris, membre du syndicat de médecins généralistes MG France. Merci de participer à cette émission en direct. Alors on l'a dit, plus de 200 000 contaminations par jour. Ça veut dire des millions de Français qui se retrouvent cas contact, voire contaminés. Et les files d'attente chez les pharmaciens pour se faire tester ne désemplissent pas. Je propose de voir ce sujet de Bernard Aparis et Manon Seri. Partout devant les pharmacies, les files d'attente s'allongent. Il y a toujours plus de monde. Parfois, il faut patienter 1 heure avant de se faire tester. Bonjour madame, alors vous allez me préparer la carte vitale. Dans cette officine parisienne, on testait la semaine dernière 60 patients par jour. La fréquentation a doublé. Il y a une vraie nette augmentation déjà de personnes qui se font tester et également de cas positifs. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, on était à peu près 2 positifs, 4 positifs par jour. Là, hier par exemple, j'en avais 18. Pour ceux qui n'ont pas pris rendez-vous ou qui ne veulent pas faire la queue, il reste la solution de l'autotest, désormais disponible en grande surface. Alors, professeur Christian Bréchot, on va voir la courbe des contaminations depuis le début de l'épidémie. Et c'est assez spectaculaire parce qu'on voit bien qu'on est totalement hors cadre. Voilà, on va la voir dans un instant. On est à plus de 200 000 contaminations par jour. Voilà, 219 000 exactement. Olivier Véran a parlé d'un raz-de-marée. C'est le terme que vous employeriez, vous, en tant que virologue ? Oui, je pense qu'on a effectivement, là, vraiment, on a vu l'émergence d'un variant hyper contagieux qui est en train de submerger réellement la planète, parce que on parle de la France, mais bien sûr aux États-Unis, c'est absolument massif, et dans d'autres pays. Maintenant, comme on va le discuter, contagiosité extrêmement forte, mais R0, parce qu'on est tous devenus un peu des épidémiologistes, Ouais. C'est-à-dire qu'une personne malade, enfin contaminée, en contamine 10 autres, c'est ça ? Au moins. Au moins. Et donc, mais par contre, comme on va le discuter, la maladie elle-même semble réellement moins sévère, beaucoup moins sévère, donc ça c'est bien. Maintenant, la question, c'est que le nombre de personnes infectées est tel que ça pose des problèmes évidemment majeurs, à la fois d'organisation et puis potentiellement, mais vous donnerez votre avis sur le risque pour l'hôpital. Mais bien sûr. Mais quand on dit 200 000 par jour, est-ce que ça n'est que la partie émergée de l'iceberg ? On peut penser que les vrais chiffres de contamination sont nettement supérieurs à ces 200 000. Absolument. Mais ça, d'ailleurs, depuis le début, quand on dit que globalement, il y a eu à peu près 290 millions de personnes infectées au cours de cette pandémie, c'est une sous-estimation absolument certaine. Donc là, effectivement, on a sûrement des chiffres beaucoup plus importants. Beaucoup plus importants. Richard Anchou, dans votre cabinet, vous aussi, vous constatez l'extrême contagiosité de ce virus. Vous avez beaucoup plus de vos patients qui vous reviennent positifs, malheureusement, au Covid. C'est spectaculaire, c'est spectaculaire. J'ai des coups de fil tous les jours de gens qui me disent on a été déclaré cas contact, on a su qu'on a été en contact avec quelqu'un qui est positif, on s'est tous testés à la maison et on est tous positifs. Donc c'est par famille entière que on a des gens qui sont positifs, qui fort heureusement sont pour quasiment la totalité d'entre eux avec un petit rhume, quelques maux de tête et vraiment rien de spectaculaire. Et pour beaucoup des positifs, c'est simplement une positivité virologique de la PCR ou du test antigénique, mais sans aucun signe clinique. Donc pour tous ceux qui sont triplement vaccinés, eh bien c'est quand même extrêmement satisfaisant et rassurant de pouvoir leur dire que grâce au vaccin et grâce aux mesures qui ont intelligemment été mises en place depuis ce matin, on va pouvoir réduire beaucoup les contraintes que ça entraîne. Frédéric Attenet, c'est vrai qu'on parle de l'extrême contagiosité de Omicron, mais vous, à l'hôpital, à Bobigny par exemple, dans votre hôpital, ce sont essentiellement des patients
Delta, si l'on peut dire, qui sont à l'hôpital, et pas du tout, pas encore, ou peut-être jamais, des Omicron. Mais en tous les cas, ce sont des Delta qui sont à l'hôpital aujourd'hui. En fait, on a deux types de patients selon le service auquel ils s'adressent. D'abord, les urgences. Et les urgences ressemblent un petit peu à la médecine de ville. Et on observe évidemment actuellement une recrudescence de patients qui viennent pour la Covid-19, mais qui ont des symptômes extrêmement légers. Et je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est probablement de l'Omicron avec des syndromes grippaux, c'est-à-dire de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête et beaucoup de maux de gorge. On a beaucoup de maux de gorge. Par contre, dans les services de maladies infectieuses et en réanimation, on observe la fin du delta, c'est-à-dire ces patients qui sont surtout malades du delta, qui font des formes sévères, une grande majorité en réanimation de patients qui sont non vaccinés ou mal vaccinés ou faussement vaccinés, parce que maintenant ça devient significatif, des patients qui ont des faux passes vaccinaux. Et donc, vous voyez, aux urgences pour l'instant, probablement beaucoup d'Omicron, parce que mais là où ça en réa et dans les services de maladies infectieuses, plutôt du delta, plutôt des formes graves. Sandra Ouabian, à nouveau les vœux du président entaché du Covid. Le président qui récemment parlait au sujet de cette épidémie d'un jour sans fin. Alors, est-ce pour nous donner une perspective que Olivier Véran, dans le JDD, hier ça a été même la une du JDD, a dit cette 5e vague est peut-être la dernière, parce qu'on a l'impression quand même qu'après le Omicron, on va nous sortir un nouveau virus. On voit bien que la vaccination ne protège pas contre la contamination. J'ai bien dit uniquement la contamination, hein, pas les formes graves. Est-ce qu'il n'y a pas une grande lassitude des Français qui commencent 2022 avec un pic qu'on leur annonce devant, là, pour la mi-janvier ? Alors, une lassitude, oui et non, parce qu'il y a aussi l'espoir que, d'une certaine manière, ça devienne un rhume assez classique, comme l'ont dit vos interlocuteurs. Et donc, peut-être que, du coup, les restrictions de liberté, toutes les recommandations qui sont en place vont être un petit peu aménagées. Donc, on peut espérer en tout cas que avec la normalisation des virus, petit à petit, la vie aussi reprenne son cours un peu plus classique. Donc, il y a une fatigue, mais peut-être aussi un peu d'espoir avec cette transformation, on va dire, du virus. L'espoir que ça devienne un rhume. Christian Bréchot. Alors Olivier Véran a dit, les données anglaises le confirment, il y a 3 fois moins de formes graves. D'ailleurs, est-ce que c'est la vie des virus que de variant en variant, on devient de plus en plus contagieux, mais de moins en moins méchants, et à la fin, il paraît que les rhumes là qui circulent, ce sont des coronavirus du 19e siècle. Est-ce que c'est totalement farfelu que de dire ça ? Non, c'est pas du tout farfelu. C'est même effectivement, comme vous venez de dire, ça a été montré effectivement pour pas mal d'infections virales. C'est une évolution, je dirais, assez logique. Donc on peut imaginer. Maintenant, ce virus nous a révélé beaucoup de surprises assez négatives. Donc, nous, au Global Virus Network, on est quand même assez prudents. Hein, c'est-à-dire, donc oui, effectivement, on a une évolution qui peut être favorable. Est-ce que ce sera réellement la fin ? On peut l'espérer, mais enfin, il faut vraiment être prudent. Oui, des infections virales évoluent de cette manière, mais la raison de ma prudence, si vous voulez, c'est que tant qu'on aura un virus qui circule dans le monde à un niveau très élevé, il y a toujours le risque éventuellement de nouveaux mutants. Et dont un qui pourrait être très contagieux et très méchant. Alors, très contagieux et très méchant, c'est pas très probable, parce que pour des raisons qu'on pourrait développer, un virus qui devient très contagieux, généralement, n'a pas une sévérité très importante. Parce que sinon, il tue immédiatement la personne qui est chargée de le disséminer. Si on veut avoir un raisonnement un peu finaliste et se mettre à la place d'un virus, on dirait qu'on n'a pas tellement intérêt à tuer trop de gens, mais plutôt à se propager. C'est pour ça, par exemple, que des virus comme les virus de type Ebola donnent des épidémies dramatiques, mais qui finalement ne prennent jamais l'ampleur de la pandémie, justement, qu'on voit à Covid-19. Mais notre prudence est simplement basée sur le fait que on doit régler le problème pas seulement, je dirais, pays par pays, mais réellement dans le monde entier. Évidemment, c'est très difficile parce que c'est pas uniquement des questions de doses, mais il y a des questions de logistique, de stratégie. Mais effectivement, vous avez raison, dans plusieurs infections virales, on a vu progressivement une diminution de sévérité, une augmentation de la contagiosité, puis les choses se tassent progressivement. Sur cette épidémie Omicron, ce matin, Olivier Véran dit il attend le pic. D'ailleurs, Arnaud Fontanier, la même chose.
vers la mi-janvier. Qu'est-ce qui lui fait dire ça et pourquoi est-ce que... Ce sont les vertus de la modélisation qui sont très utiles, mais qui pas sont toujours très fiables. Mais pas toujours, parce que, et c'est pas une critique, parce que c'est quand même très utile, mais ça peut... Aux États-Unis, c'est un peu pareil, hein. Les modélisations donnent également des pics vers la mi-janvier, fin janvier. On va voir. Maintenant, ce qui s'est passé en Afrique du Sud est très intéressant parce que on a vu une vague très importante et puis pour des raisons qui ne sont pas très claires, on a vu une diminution. Alors, est-ce que c'est spécifique à l'Afrique du Sud parce que c'est une population qui avait été très immunisée contre le virus avant? Ouais. Et puis c'est une population qui est très jeune. Est-ce que ça pourra se transposer dans nos pays? Bien sûr, on l'espère. Mais c'est difficile à prédire. Richard Anchou, alors docteur Anchou, ce qui est curieux, c'est qu'on décrit donc un virus très contagieux, et au lieu de mettre de nouvelles restrictions pour se protéger, eh bien c'est le contraire. À partir d'aujourd'hui, les cas contacts n'ont plus à s'isoler, hein, c'est la nouvelle règle. Si vous avez été en contact avec un Omicron, on vous demande simplement de vous tester. Et l'isolement également des patients est assoupli. On renvoie les enfants à l'école. Est-ce qu'on ne joue pas avec le feu là, en abaissant les barrières face à ce virus qu'on décrit depuis le début de l'émission comme très contagieux? Alors, moi, je suis plutôt rassuré par ce fait. La première chose, c'est que, en tant que médecin vaccinateur, je pense que si on a 1 million de personnes contaminées par un virus qui est plutôt pas méchant, ce sera 1 million de vaccins en moins qu'on aura à faire, puisqu'on sait que le pass sanitaire ou pass vaccinal, lorsqu'on a été contaminé, on a 6 mois de répit avant d'avoir besoin d'une dose suivante, en tout cas. Donc, de ce côté-là, ça va nous donner quand même une certaine souplesse. De moins isolé, c'est ce qu'on fait déjà avec les soignants depuis de nombreux mois. Lorsque on n'est qu'à contact, ce qui est le cas de tous les médecins et de toutes les infirmières et de tous les pharmaciens au quotidien, et qu'on est efficacement vacciné avec les 3 doses, on ne se considère plus comme cas contact, et même avec Omicron, on ne se considérait pas comme cas contact. Donc pour des gens qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de facteurs de risque particuliers et qui sont vaccinés, je pense que de lever des confinements aussi longs et aussi inefficaces, c'est une très bonne chose. Maintenant, pour les patients qui ont des comorbidités, ceux qui sont immunodéprimés et ceux qui sont à risque, il faut qu'on continue à être extrêmement prudent. La question qui se pose, c'est pour les gens qui vivent dans le même foyer avec des enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas vaccinés, de savoir précisément si ces enfants-là non vaccinés doivent entraîner des confinements longs ou pas longs. Je demande quelques précisions sur ce sujet. Frédéric Adnet, je cite le professeur Fontanet hier dans le journal du dimanche, qui est membre du conseil scientifique. Le pic du nombre de cas devrait culminer mi-janvier. Le pic hospitalier pourrait avoir lieu 1 semaine plus tard. Et on ajoute, en commençant par l'Île-de-France. Vous savez, vous c'est écrit, le coup est parti. Vous savez que vous allez avoir un mois de janvier, une fin du mois de janvier épouvantable. Oui, alors en tout cas, la Covid-19 nous a appris quelque chose, c'est très modeste dans nos prévisions, on s'est beaucoup trompé. Et les contaminés d'aujourd'hui sont les malades de demain? Si on regarde un peu ce qui s'est passé lors des précédentes vagues, il y a un décalage entre le pic d'incidence et le pic hospitalier, un décalage, on va dire, entre 8 et 15 jours. Donc, effectivement, si on a un pic d'incidence mi-janvier, on s'attend à fin janvier à avoir effectivement une augmentation du nombre d'hospitalisations extrêmement importante. Ceci étant... Parce que même si Omicron est moins létal, oui. et la loi des grands nombres fait que... C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à avoir, si vous voulez, un pic hospitalier aussi intense que ce qu'on a vécu lors des précédentes vagues, parce que quand on regarde un petit peu les chiffres anglais et ce qui s'est passé en Afrique du Sud, on voit que le pic hospitalier est quand même assez déconnecté du pic d'incidence en termes d'amplitude. On a moins de patients hospitalisés. Sauf que l'hôpital en France actuellement est dans un état assez déplorable. Il nous manque des soignants, il nous manque des lits. On a des soignants qui tombent malades, jusqu'à 30% dans certains hôpitaux. Et donc on a vraiment de grandes difficultés à pouvoir accueillir de nouveaux malades. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand on est vacciné 3 doses, je passe sous votre contrôle, professeur Bréchot, le risque de terminer à l'hôpital, dans vos services, est divisé par 10. Est-ce que cela suffit? Est-ce que cela incite des non-vaccinés
à se faire vacciner, des gens qui ne se sont pas fait vacciner depuis le début de l'épidémie et qui sauteraient le pas? Ben, la bonne réponse, c'est oui quand même. Je vous propose de regarder ce reportage dans un centre de vaccination qui montre qu'il y a des primo-vaccinés, comme on dit, donc des gens qui viennent se faire vacciner pour la première fois. Sujet de Caroline Sins, Justine Wilde et Marc Félix. Ils n'étaient pas encore vaccinés. Ils sautent le pas dans ce centre des Vosges. Ce qui les a motivés, un quotidien devenu trop compliqué. Ça devenait un peu embêtant de ne pas pouvoir aller au resto ou d'aller au bistrot les soirs. Voilà. Comme je suis en études d'art dramatique, la plupart du temps, on me demande d'aller voir des spectacles, des films et tout ça. Et aujourd'hui, clairement, j'ai plus le choix si je veux continuer mes études. Même constat dans ce centre de vaccination en banlieue parisienne. 5 premières injections ce matin. Depuis 15 jours, les non-vaccinés viennent de plus en plus nombreux, même si c'est parfois à contre-cœur. Ils viennent un petit peu à reculons, mais il y a beaucoup de pédagogie à faire, beaucoup de pédagogie à faire. On leur explique gentiment que ça ne les empêchera peut-être pas de tomber malades, mais ça les empêchera d'avoir une forme grave. Des premières injections qui ont bondi. 48 535 réalisées dans la seule journée d'hier. Au total, plus de 650 000 personnes ont reçu leur première injection en décembre. En transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, le gouvernement met la pression sur les récalcitrants. Si ça peut inciter les gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner à se faire vacciner, même si c'est un peu autoritaire, je crois qu'il vaut mieux le faire. Le ministre de la Santé a prévenu. Selon lui, les non-vaccinés, qui sont près de 5,5 millions, ont peu de chances de passer entre les gouttes de cette 5e vague. Christian Bréchot, les non-vaccinés ont peu de chances de passer entre les gouttes de cette 5e vague. C'est-à-dire que ce virus est tellement contagieux qu'on va tous y passer, entre guillemets, et la question est de savoir, de ne pas terminer dans les services de Frédéric Adnet. Oui, absolument. Je pense qu'il est tellement contagieux. Alors tous, peut-être pas, mais en tout cas, énormément de personnes non vaccinées vont être infectées. Et comme on a dit, la différence avec les vaccinés, vous l'avez rappelé, c'est que les gens qui sont vaccinés auront une prévention des formes graves. Donc ça ne veut pas dire que c'est agréable d'être réinfecté, mais on sait qu'on n'aura pas de forme grave, en dehors de cas très particuliers de personnes immunodéprimées, etc. Quand on est non vacciné et qu'on est infecté par le Covid, même si ce virus est moins virulent que les autres, il y a un risque, et c'est un risque qui est significatif. Et puis, on en parle moins pour l'instant, mais on en reparlera sûrement quand cette épidémie va se tasser. Il y a les Covid longs. Et ça, c'est un vrai sujet, les Covid longs. Difficile d'ailleurs à analyser. Et donc, c'est un argument supplémentaire. Covid longs, ce sont des gens qui ont perdu leur énergie, qui sont durablement essoufflés, des mois et des mois après. Voilà, c'est difficile à définir, mais l'OMS a récemment publié une évaluation. Alors, c'est difficile à évaluer, mais disant qu'il y aurait à peu près 11 millions dans le monde de personnes avec Covid long. Encore une fois, on va avoir besoin de beaucoup travailler pour bien définir les critères, mais ça existe. Et ce sont des gens qui sont fatigués, qui sont pas bien pendant des mois. Je me permets d'insister parce que quand on parle du vaccin, il y a le fait de se retrouver bien sûr à l'hôpital et en réanimation, mais il y a également beaucoup de choses dont on parle moins, de personnes d'ailleurs qui ne vont pas nécessairement à l'hôpital, mais qui de façon durable sont fatiguées, sont handicapées. Handicapés, vous employez le terme. Oui, juste un mot sur ce schéma vaccinal complet. Il est urgent pour tout le monde d'avoir la 3e dose ou c'est une question d'âge? Est-ce que aujourd'hui on est face à Omicron, on est bien avec 2 doses? Est-ce qu'on est bien avec 2 doses ou votre conseil que vous donnez en privé, c'est va vite faire une 3e dose dès que tu le peux? C'est va vite faire une 3e dose. D'ailleurs, moi je voulais faire une 3e dose et puis il y a 15 jours j'ai pris un Covid. Donc j'ai bien guéri. Le Covid a fait office de dose. Et le Covid fera office de ma 4e dose, en fait. Mais je pense qu'il faut faire la 3e dose, parce que clairement, le Omicron est moins sensible au vaccin que les Delta. Mais quand on dit moins sensible, c'est là le point important. Vous avez 2 types de réponses à un vaccin. Vous avez les anticorps que vous faites quand on vous injecte le vaccin. Clairement, le Omicron est moins sensible à ces anticorps, même s'il est sensible quand même. Et puis, vous avez ce qu'on appelle une réponse d'immunité cellulaire. Et là, c'est intéressant, parce que le Omicron a gardé les déterminants qui sont importants. C'est ça qui explique que la prévention contre les formes graves persiste.
Richard Onchou, 3e dose, beaucoup d'appétence. D'ailleurs, est-ce que vous êtes capable, là, si, tiens, je veux me faire vacciner chez vous cet après-midi, vous êtes complet, et quel est le profil est-ce que vous-même, vous faites un ordre de priorité en disant, les plus âgés, les plus fragiles, je vais vite leur faire leur 3e dose. Comment vous gérez ça ? Alors pour tout le monde, la 3e dose, bien sûr. La question qui se posera, c'est sur la 4e dose et on attend de savoir ce qui se passe en Israël et quel est le retour d'expérience. Sur la 3e dose, je n'ai pas de priorisation. Tous les gens qui veulent doivent se faire vacciner chez le médecin, chez le pharmacien, chez l'infirmière ou dans les centres. On aura quand même un problème d'organisation majeur à jongler entre le Pfizer et le Moderna, en sachant que le Pfizer seul peut être fait au moins de 30 ans. Et que le Moderna doit être réservé à tous les autres, mais que le flaconnage en multidose nous complique considérablement la logistique. Il suscite toujours de la méfiance, le Moderna parce qu'on dit que finalement, c'est bien de panacher et que même le Moderna, il y a quelques études qui montreraient qu'il serait un peu plus efficace. Le Moderna est extrêmement efficace, il est totalement toléré, surtout maintenant qu'on le fait à demi-dose pour les 3e injections. Simplement, au niveau organisationnel, lorsqu'on ouvre un flacon de Moderna, il faut faire 22 patients. Et 22 patients dans une consultation de médecin généraliste ou 22 patients dans une officine de pharmacien, c'est compliqué de pouvoir les gérer de façon efficace sans perdre de dose. Et si parmi les gens qu'on a à vacciner, il y a souvent des moins de 30 ans, pour des primo-vaccinations pour certains, mais surtout pour des rappels, eh bien, c'est compliqué d'avoir 2 flacons en route à la fois et de ne perdre aucune dose. Donc, il faudrait vraiment qu'on puisse avoir le choix total de nos livraisons entre Pfizer et Moderna et qu'on puisse nous-mêmes nous organiser et pas être contraints par ce que le pharmacien nous livre. Sandra Wabian, donc on l'a dit, il y a 5,5 millions de Français qui ne se sont pas fait vacciner du tout, d'adultes qui sont pourtant éligibles à la vaccination. Il y en a quand même quelques-uns qui franchissent le pas. Quels sont les ressorts, justement ? Est-ce que c'est l'arrivée du pass vaccinal qui est examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui fait qu'on ne pourra plus aller au resto, plus prendre le TGV si on n'est pas vacciné ? Ou est-ce que quand même, il y a un petit peu la peur face à ce Omicron ? On a vu le frère Bogdanov, qui était droit dans ses bottes, il en est mort de ne pas être vacciné. Et il avait beau dire que c'était un grand scientifique, pas de vaccin, aujourd'hui, il en est mort. Je crois que c'est quand même avant tout les questions pratiques en fait de pouvoir continuer à vivre, à la fois à sortir mais également à travailler. Et là, vous posiez des questions même sur la 3e dose. En fait, cette 3e dose, elle est plus ou moins obligatoire si j'ai bien compris pour avoir le pass vaccinal. Donc là, on n'est plus vraiment sur une question de choix en fait, puisque on a une quasi obligation à la fois pour les moments de loisirs mais également pour le travail. En fait. Et parmi les non-vaccinés, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt dans les catégories modestes, surreprésentation en fait, comme souvent d'ailleurs dans les comportements un peu à risque, des comportements compliqués, parce qu'ils ont aussi d'autres priorités souvent, qui considèrent que c'est pas forcément la chose la plus importante. Et là, d'une certaine manière, la priorité, elle revient au-dessus du panier parce que il va falloir l'avoir. Et on voit bien d'ailleurs qu'à chaque augmentation, on va dire de la contrainte ou de l'obligation, on a une salve de personnes qui vont se faire vacciner, pas toujours de bon cœur, mais parce que ça n'est plus tenable pour elles de vivre sans ce pass vaccinal. Que vous disent-ils ceux qui refusent de se faire vacciner, que vous voyez en Seine-Saint-Denis à l'hôpital de Bobigny? Écoutez... Est-ce qu'ils ont honte ou est-ce qu'ils l'affirment, ils l'assument Non, mais je pense que c'est surtout des victimes. D'abord, il faut être clair, on les soigne comme les autres, parce qu'il y a des informations qui traînent dans les réseaux sociaux, comme quoi on soignerait moins bien les non-vaccinés. Non, on soigne tout le monde, vacciné, pas vacciné. Moi, je les considère surtout comme des victimes de la désinformation qui traînent dans les réseaux sociaux. Et souvent, ils nous disent pas qu'ils sont contre le vaccin. Moi, j'en vois beaucoup. J'en vois à chaque fois que je suis de garde, j'en vois plusieurs, que ce soit aux urgences ou dans les services. Ils nous disent mais j'ai pas pensé, j'allais le faire. En fait, c'est un petit peu hypocrite. Ils ne voulaient pas se faire vacciner. Je les
je les crois vraiment victimes de la désinformation, de légendes, de mythes qui traînent autour de ce vaccin. Et quand ils se rendent compte qu'ils sont malades, bien sûr qu'ils secrètement ils le regrettent, mais ils l'expriment pas, si vous voulez, clairement devant le médecin. Et puis on va pas les culpabiliser. Bon, on les soigne comme les autres. Et ceux qui viennent avec des faux passes, ça vous d'ajouter, le mensonge à l'ignorance. Ce qui me rend en colère, c'est pas tellement leur mensonge. Là aussi, c'est les victimes. Ce qui me rend en colère, c'est qu'il y ait eu des soignants qui ont pu éditer des faux passes, qui ont pu faire des faux passes, qui ont pu aussi monnayer des faux passes. Je crois que vraiment, s'il y a des sanctions exemplaires à faire, c'est vers ces marchands de faux passes qui ont pu jouer sur la crédulité de malades. Et c'est vrai que lorsqu'on s'aperçoit qu'ils ont des faux passes, en plus, ils perdent de chance parce que ils peuvent pas être éligibles à des traitements qu'on aurait pu leur faire de manière précoce. Mais au stade de la réanimation, le traitement est le même, que ce soit faux passe, pas de passe ou vacciné. Sauf que le traitement ou le cheminement à l'hôpital n'est pas le même selon qu'on est vacciné ou qu'on ne l'est pas. Tout à fait. Aux urgences, par exemple, un patient un petit peu limite, un patient qui est vacciné, je vais plutôt avoir tendance à le laisser rentrer chez lui parce que je sais qu'il a peu de probabilité de développer une forme grave, alors qu'un patient non vacciné, j'aurais plus tendance à le garder parce que je sais que lui, il a plus de chances d'évoluer vers une forme grave. Donc si on vous appelle, qu'on a des symptômes inquiétants parce qu'on a du mal à... C'est quoi d'ailleurs? On a mal à respirer? Alors les symptômes inquiétants, quand on nous appelle au SAMU, c'est essentiellement des symptômes respiratoires. C'est les patients qui sont essoufflés, qui ont du mal à respirer. Et si on n'est pas vacciné, il faut absolument vous le dire, parce que là, vous dites, je vais vite chercher le SAMU. Vous savez, il y a des facteurs de risque comme l'obésité, l'hypertension, l'âge, etc. Maintenant, le fait de ne pas être vacciné, ça devient un facteur de risque au même titre que l'obésité, etc. Donc, la notion de ne pas être vacciné est pour nous un facteur de risque du Covid-19 grave. Et le profil, justement, avant on disait... en réanimation, on a des personnes âgées, on a des personnes qui souffrent d'obésité et d'hypertension. C'est quoi aujourd'hui maintenant? Maintenant, à ces facteurs de risque, on a un facteur de risque principal qui est la non-vaccination, puisque globalement, c'est entre 80 et 90% de patients en réanimation, c'est-à-dire les plus graves, qui sont actuellement non vaccinés. 80 à 90% des patients en réanimation sont non vaccinés. Alors vous ou mal vaccinés, ou faussement vaccinés. Ce sont des victimes. Il n'empêche, il y a parfois une pointe d'agacement face à cette situation. Je vous propose de regarder ce reportage dans un hôpital en Ardèche où on en a un peu... on est exaspéré par, justement, de continuer à avoir des gens non vaccinés qui terminent en réa. Vous voyez ce reportage de Madeleine Lepage. Cette patiente est arrivée dans ce service de réanimation il y a 2 semaines, malade du Covid et non vaccinée. 1, 2, 3. Ils sont une vingtaine de patients Covid hospitalisés. Le service de réanimation est saturé et les équipes sont à bout de souffle. Un peu d'appréhension, de la lassitude, un peu de dépit, un peu d'agacement de voir ces personnes non vaccinées. Particulièrement celles dont on connaissait très bien les facteurs de risque, le 70 ans, obèse, diabétique, qui a décidé de ne pas se faire vacciner et qu'on accueille dans nos lits, on ne comprend pas ce qui lui est passé dans la tête depuis 1 an. Faute de personnel et de lits d'hospitalisation suffisants, l'hôpital d'Annonay vient de prendre une décision douloureuse, trier ses patients. De plus de 80 ans, par exemple, ne viennent pas en réanimation. C'est l'âge. Vraiment. C'est un critère. Et les comorbidités. Quelqu'un qui a déjà un cancer, qui a des insuffisances d'organes. En France, plus de 18 000 malades du Covid-19 sont hospitalisés, dont 3 500 en soins critiques. Frédéric Adner, justement sur le triage, donc cette dame dit les gens de plus de 80 ans qui ont des comorbidités, on les prend moins en réanimation. Bon, parce que la réanimation, c'est quelque chose de très lourd, c'est ce que vous expliquez à chaque fois, de toute façon. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de problème éthique sur l'admission en réanimation. L'admission en réanimation, on sait que le grand âge, mais quelle que soit la pathologie, le grand âge, c'est vraiment délétère de les faire entrer en réanimation. C'est quelque chose d'extrêmement agressif et souvent, malheureusement, ça finit mal. Et donc, ces critères d'admission en réanimation n'ont pas fondamentalement changé pour la Covid-19. Par contre, et c'est un problème éthique qui se pose actuellement, c'est que
Bien sûr qu'on est en train de déprogrammer des patients qui devaient venir à l'hôpital parce qu'on a des patients qui sont plus urgents. Et vous avez lu Olivier Véran qui dit il y a des tensions, certains soignants ont des difficultés à renoncer à soigner leurs patients pour prendre en charge des personnes non vaccinées. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va éviter une mortalité immédiate en s'occupant des patients les plus graves. Par contre, on va engendrer une mortalité différée des pathologies chroniques qu'on n'a pas réussi à prendre en charge parce qu'on a priorisé les patients Covid, et on engendre une mortalité différée. Et ça, c'est une problématique qui commence à apparaître en Belgique, en Allemagne, où finalement, la perte de chance qu'on voit moins, parce que c'est une perte de chance retardée, et à mettre en balance, effectivement, le fait qu'on s'occupe très tôt de patients Covid-19. Christian Bréchot, en Allemagne, face à la situation que vous venez de décrire, des personnes en situation de handicap se sont plaints auprès de la Cour de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle allemande, en disant on voit bien qu'on ne nous prend plus parce que les lits sont pleins de gens non vaccinés. Et donc, ils ont obtenu gain de cause. Les députés, ce ne sont pas les médecins, ce sont les députés qui vont... Je cite le ministre allemand de la Finance, de la Justice. Il faut des règles claires qui protègent les personnes handicapées contre la discrimination. En gros, on a comme l'impression que les non-vaccinés devront par moment céder leur place face à des personnes en situation de handicap qui n'ont plus accès aux soins auxquels ils ont droit du fait de cette épidémie. Oui, je trouve que c'est un problème vraiment absolument majeur, parce que même avant cette situation des handicapés en Allemagne, il y a eu une analyse toujours par l'OMS de la perte de chance de façon globale. C'est ce que vous disiez pour un certain nombre de pathologies. Et ça, on va s'en apercevoir par des analyses qui vont devoir prendre au moins 1 ou 2 ans après que cette épidémie se tasse. Mais on va s'apercevoir malheureusement, effectivement, que des gens qui avaient des pathologies, des cancers, des pathologies cardiovasculaires, enfin, etc., ont vraiment perdu de la chance du fait de ce qui se passe. Donc, d'un côté, comme vous disiez, il faut pas stigmatiser, et les gens qui sont non vaccinés sont des victimes. Moi, j'ai vraiment aimé votre terme parce que je pense que vous avez raison, et c'est vrai aux États-Unis et dans tous les pays comme en France. Mais en même temps, il faut être honnête. Moi, je comprends la réaction en Allemagne, et il y a des situations qui sont devenues inacceptables. Et quand les non vaccinés nous disent il faut respecter notre liberté, moi, je ne suis vraiment pas d'accord, parce que ces personnes ne respectent pas la liberté, l'accès aux soins, actuellement, tous les jours, d'un certain nombre de personnes. Donc, c'est une vraie question qu'il faut discuter. Alors, à quel niveau, ça, c'est pas à moi de le trancher, mais c'est une vraie question. En Allemagne, ils disent que ce ne sont pas les médecins qui décideront l'ordre du tri, ce sont les élus qui doivent prendre leurs responsabilités, les députés. Ouais. Bon, ça, on peut discuter, c'est difficile. Mais en tout cas, c'est une vraie question. Docteur Richard Anchou, au sujet de perte de chance, vous envoyez, vous, des patients dans votre cabinet dont une maladie s'est aggravée parce que, voilà, typiquement, en 2020, on n'a pas fait les tests qu'il fallait à l'époque, on n'a pas fait la prévention qu'il aurait fallu faire. Alors justement, je pense qu'il faut qu'on se rappelle qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, nous, médecins de ville, on a retenu en ville des patients qui étaient dans un état extrêmement grave parce qu'on considérait que les envoyer à l'hôpital et les envoyer en réanimation était absolument impossible vu la gravité de leur état et leur état préexistant. Et donc, on a évité d'emboliser trop les hôpitaux par des choix éthiques que nous avons faits en ville, de garder les patients les plus sévères. Un certain nombre de patients en EHPAD ne sont pas allés à l'hôpital pour ces mêmes raisons. Aujourd'hui, heureusement, on n'a pas cette obligation. On peut envoyer à l'hôpital tous les patients qui peuvent en bénéficier et ils sont acceptés en réanimation. Le fait de donner de risquer des pertes de chance sur les autres patients, mais oui, en 2020, j'ai des patients qui avaient des lymphomes évolutifs à qui on a dit on peut pas vous recevoir pour l'instant, on va reporter, et 3 mois après, quand on les a reçus, on a dit la situation s'est nettement aggravée. Heureusement, cette patiente à laquelle je pense est en bon état aujourd'hui après sa greffe de moelle, mais notablement, elle a eu au départ un risque supplémentaire très important, et ça s'est multiplié comme exemple
Sur le très long terme, il est évident que les non-dépistages de cancer du côlon, que les non-dépistages de cancer de l'utérus et du sein vont nous amener, mais ce sera sur les années et les années, et on le verra pas forcément individuellement, mais les statistiques vont nous montrer qu'on aura plus de formes graves de cancer à cause de l'épidémie de Covid. Mais ça ne permettra pas de motiver les non-vaccinés parce que, comme toujours, les gens rapportent à eux-mêmes une certaine... ils sont centrés sur eux-mêmes et l'état de santé des autres ne les intéresse pas au moment où ils décident de ne pas se vacciner. Bien sûr. Preuve en tous les cas de cette tension et de cette crispation, alors, notamment avec l'instauration du pass vaccinal qui, comme le disait Sandra Ouabian tout à l'heure, ressemble furieusement à une obligation vaccinale. D'ailleurs, Olivier Véran l'avait reconnu. Eh bien, de plus en plus de députés, d'élus, sont l'objet de menaces sur Internet, parfois physiques, de la part des non-vaccinés. Vous voyez ce sujet assez éprouvant de Julien Nény et Pascal Caron. Toiture et garage incendiés. Voiture calcinée. Dans la nuit de mardi à mercredi, la maison du député Pascal Bois, à Chambly dans l'Oise, est attaquée. On se demande d'ailleurs si on n'est pas dans un cauchemar, dans un film. Est-ce que c'est vraiment ma voiture? C'est la petite part de sidération. Son mur est aussi tagué de 2 messages, dont cette injonction « Votez non ». Voilà. Référence probable au pass vaccinal examiné en ce moment à l'Assemblée. Il n'y a pas de peur, il y a une forme de colère pour se dire il y a d'autres moyens. On a le droit en démocratie de ne pas être d'accord avec un sujet, mais il y a d'autres moyens pour s'exprimer. Il reçoit alors des centaines de messages de soutien, dont celui du président de la République, qui qualifie l'agression d'intolérable. Des attaques, mais aussi des menaces contre les élus en très forte hausse. Depuis 2019, elles ont tout simplement triplé. Autre exemple, il y a 2 jours, le député Jacques Krabal reçoit 2 mails, 2 menaces de mort, dont voici un extrait. Tu seras décapité sur la voie publique, ton sang viendra tacher le goudron, ta tête finira dans la bouche d'égout. Ça fait mal, ça glace le dos, bien évidemment. Comment on peut endiguer cette société de haine, de violence, d'intolérance, où on ne se parle plus? On ne se parle que par écran. Il n'y a que les écrans, mais quand on parle par écran, c'est la lâcheté qui domine. L'élu Picard a immédiatement porté plainte. Sandra Ouabian, il y a une radicalisation aussi, il y a du côté des non-vaccinés qui se sentent un peu traqués et qui se sentent dans un corner dont ils n'arriveraient plus à se sortir. Et d'ailleurs, certains ont pris des faux passes. Ils ne savent plus très bien aujourd'hui comment faire avec. Alors, je crois que le mot important qui a été prononcé par l'élu tout à l'heure, c'est celui de démocratie. C'est-à-dire que depuis 2 ans, on est dans un état d'urgence sanitaire, donc les décisions sont prises par des voies inhabituelles pour la démocratie, et notamment le Conseil de défense, dont les décisions ne sont pas publiques, les délibérations ne sont pas publiques, et d'une certaine manière, en fait, le fait que le Parlement ait été un petit peu affaibli par toute cette période se traduit ensuite par une forme de radicalisation. Donc, on pourrait se dire, ce sont des gens qui sont haineux, ils n'ont que de la colère en eux, quelle société qui va à volo. Mais je crois que les 2 phénomènes sont vraiment reliés. Et de la même manière que sur les questions éthiques, aujourd'hui, le discours qui se développe sur la responsabilité individuelle des non-vaccinés dans l'embolisation de l'hôpital, et le fait que du coup il n'y ait plus de place pour les autres, c'est aussi un discours qui est assez dangereux et qui peut créer cette radicalisation, notamment puisque on ne tient pas du tout, par exemple, ce type de discours sur les gens qui fument. Pourtant, ils ont une responsabilité individuelle évidente, mais dans le cas, par exemple, des comportements addictifs, on ne va pas dire que la personne qui boit de l'alcool ou qui fume, elle vient prendre le lit de quelqu'un qui a un cancer. Et pourtant, on pourrait tout à fait le faire. Donc, on voit bien qu'il y a une forme effectivement de stigmatisation, de responsabilisation individuelle et un affaiblissement en fait des discussions autour des responsabilités collectives. Est-ce que l'hôpital est assez doté? Est-ce que la formation des infirmiers, des médecins est mise en route dès maintenant, puisqu'on voit bien que les questions pandémiques, elles ne vont pas s'arrêter. Donc toutes ces questions, elles sont un petit peu mises de côté. Tout est focalisé sur les individus qui
n'ayant pas non plus de lieu d'expression finalement démocratique, se transforment en colère. Et il faut faire également attention aux questions, les questions d'éthique et de choix, elles sont toujours là. En fait, elles sont là exacerbées parce que il y a cette pandémie, mais il y a toujours des choix. En fait, on ne peut pas avoir un hôpital qui peut accueillir tous les malades, toutes les pathologies à tous les âges et qui peut sauver tout le monde. Donc, de toutes les manières, il y a ces questions de choix qui sont présentes et présenter cette balance avec cette responsabilisation des individus et me semble-t-il assez dangereux pour la démocratie et explique, je pense, une forme de voilà. Donc de la tension chez les anti-vax. Frédéric Adnet, et le personnel soignant, lui, dans quel état d'esprit aborde-t-il cette, je ne sais même plus, cette 5e vague ou cette 6e, sachant qu'on vous prévient, et attention, le pire, c'est pour la fin de ce mois de janvier. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de craquer Il y a plusieurs mots qui caractérisent l'état d'esprit des soignants. D'abord, c'est une grande fatigue, une lassitude, une grande lassitude, et une déception sur le métier de soignant, et on ne l'observe pas qu'en France. Il y a un désamour des soignants pour l'hôpital, qu'il soit hôpital public ou hôpital privé, puisque avant même cette 5e vague, on avait beaucoup de soignants qui étaient partis de l'hôpital. On a dû fermer des services, des lits, par manque de soignants. Se rajoute en plus des soignants qui tombent malades massivement actuellement. Donc, si vous voulez, l'hôpital actuellement est très malade lui-même d'un point de vue structurel. Les soignants sont vraiment fatigués, et on aborde les heures sup. On arrive aux limites du système. Les heures sup payées double. Ils ont été payés double. Ça a un effet. Ça fait retenir des soignants quand même, et ça fait fonctionner certains services. Mais on est en très très grande difficulté. Dans mon hôpital, j'ai plus de 20% de lits fermés par manque de soignants. C'est pas que j'ai pas les lits, c'est que j'ai pas les soignants pour armer ces lits. Et à l'assistance publique hôpitaux de Paris, on doit être dans ces chiffres-là. Donc c'est vraiment une situation, si vous voulez, difficile. Et le peu de soignants qui restent sont vraiment fatigués. Si vous voulez, les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Je crois que le télétravail, quand ils ont des amis qui font beaucoup de télétravail, on peut pas faire de télétravail quand on est soignant. Ouais. Et ça a créé, si vous voulez, une baisse des vocations, et peut-être j'ai beaucoup d'infirmiers qui ont carrément changé de métier, pour aller faire un peu de télétravail, faire un travail qui est moins contraignant que le métier de soignant. Et c'est vrai que même avec la revalorisation du Ségur, le métier de soignant est quand même mal payé globalement. Donc il y a pas que ça, il y a un ratio malade par soignant qui est toujours en augmentation, donc toujours des conditions de travail de plus en plus dures. Donc réellement, il faut revoir le système en profondeur, voir pourquoi les soignants partent de l'hôpital pour pouvoir faire quelque chose. Là, on est dans l'urgence, on va pouvoir rien faire, mais c'est pour ça que je vous ai fait part de mon inquiétude tout à l'heure, que l'hôpital n'est pas prêt à avoir une vague de patients Covid grave. J'espère que l'Omicron va nous réserver des formes moins sévères que les autres vagues, mais l'hôpital va pas bien du tout. Il pourrait craquer avec l'Omicron, si l'Omicron s'avère. On déprogramme, et on en a parlé tout à l'heure. Déprogrammer, c'est enlever des chances à des malades qui ont des pathologies chroniques, faire de la surmortalité sur d'autres pathologies. On est dans des dilemmes éthiques extrêmement importants. Professeur Bréchot, votre regard sur le système de soins français, parce que avant le Covid, on était assez fiers. On pensait, à un moment, on disait que c'était le meilleur du monde. Bon, on savait que c'était plus vrai, mais on voyait les Anglais quand même venir se faire opérer en France. On parlait de l'injustice du système de soins aux États-Unis. Alors vous qui vivez aux États-Unis, et quel regard vous portez sur le système de soins français? Oui, il est malade, mais c'est vrai partout dans le monde. Et aucun système n'est parfait. Alors, il est malade, et puis bon, moi je suis un ancien chef de service en France aussi, donc et puis j'ai des enfants qui sont médecins, donc je comprends vraiment et qui ressentent exactement ce que vous décrivez. C'est vrai, quand on vit aux États-Unis, on vit dans un système qui est profondément injuste. Le système aux États-Unis est un système qui est injuste, et certainement pas. Il y a des gens remarquables, il y a des hôpitaux remarquables, mais globalement, franchement, on se dit, on est vraiment bien en France pour être soigné. On regarde pas votre carte bleue avant de vous soigner, c'est ça que vous dites? Voilà, il y a quand même une ambiance qui est vraiment différente, et je peux vous dire que quand vous allez à Tampa General Hospital avec un Covid, eh bien, les choses sont quand même plus compliquées que ce qu'on voit en France. Mais ayant dit ça, je dirais que ça, c'était un peu une vision du début de Covid.
Et maintenant, effectivement, on voit ce que vous décrivez, cette surcharge, cette lassitude, cette absence de moyens. Et là, effectivement, malheureusement, parce que c'est vraiment pas un but en soi, on a l'impression que ça se rééquilibre un peu. Donc, autrement dit, je dirais que le système français, pour quelqu'un qui vit aux États-Unis, reste assez merveilleux dans l'accès aux soins global et puis dans la manière dont c'est géré. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment actuellement qu'on est au bout d'une expérience et qu'il y a vraiment besoin de retrouver un autre modèle qui, à mon avis, n'est certainement pas le modèle des États-Unis, mais qui est à trouver. Alors, ce virus, en tous les cas, ce variant, est tellement contagieux qu'il est difficilement arrêtable, a expliqué Olivier Véran. Du coup, décision a été prise de rouvrir normalement les écoles ce matin, donc 12 millions d'écoliers. Alors, fait nouveau maintenant pour les enfants, les enfants doivent porter le masque. On fait le tour justement de ces nouvelles mesures sanitaires qui concernent nos enfants avec Julien Gall. Dans cette école de Nîmes, c'est l'inquiétude qui domine pour ce directeur d'établissement. Le problème, c'est justement l'incertitude qui est liée à cette rentrée. Jean-Michel Blanquer a dévoilé hier le nouveau protocole sanitaire qui s'applique à partir d'aujourd'hui. Dès qu'un écolier de moins de 12 ans sera positif au Covid, tous ses camarades de classe devront se faire dépister avec un test antigénique ou un PCR. Pour revenir à l'école, il faudra que les résultats soient négatifs. La nouveauté, pour mieux surveiller l'évolution de la contagion, les élèves devront réaliser des autotests à la maison 2 et 4 jours après, une attestation des parents faisant foi. Frédéric Adnet, on sait qu'à New York, il y a le nombre d'enfants a quadruplé entre la semaine du 5 au 19 décembre. Fort heureusement, pour l'instant en France, il n'y a pas encore d'enfants, de ce que vous savez, en réanimation. Ah si. Si, les chiffres sont très modestes en France comparé aux États-Unis. On a une quarantaine d'enfants en réanimation, à ma connaissance pas de décès, avec une pathologie qu'on appelle le PIMS, qui est un emballement de la réponse inflammatoire. Et c'est nouveau ça, donc ce rajeunissement, il continue en fait de l'épidémie. C'est difficile, si vous voulez, de comparer les chiffres que vous avez évoqués pour les États-Unis, parce que aux États-Unis, il y a des comorbidités extrêmement importantes. Il y a une obésité endémique chez les enfants aux États-Unis qu'on n'observe pas en France. Donc en France, si vous voulez, la morbidité liée au Covid-19 chez les enfants est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Si on compare par exemple le nombre d'enfants allant à l'hôpital à cause de la Covid-19 comparé par exemple à la bronchiolite, pour lequel on fait aucune mesure barrière, auquel il n'y a aucune restriction, on a des différences énormes. La bronchiolite amène énormément d'enfants à l'hôpital et en réanimation comparé à la Covid-19. Ceci étant dit, il faut quand même s'en préoccuper. Donc l'impact de la Covid-19 chez les enfants en France est extrêmement modeste. Je vous dis une quarantaine au maximum d'enfants en réanimation et quelques centaines d'enfants dans les services d'hospitalisation. Professeur Bréchot, vous recommandez de vacciner les enfants, y compris peut-être d'ailleurs les moins de 5 ans ? Alors, je dois dire que c'est pas seulement une position personnelle, c'est celle du Global Virus Network. J'essaie de représenter un réseau de recherche et de personnes qui donnent leur avis. On a été assez réservé sur la vaccination des enfants tant qu'on était sur le Delta et sur les autres variants. Notre position a, je dois dire, évolué actuellement. Je trouve que c'est quand même un sujet difficile parce que, comme vous venez de le dire très bien, on vaccine les enfants alors qu'ils font un nombre de formes graves qui est infime parce qu'il faut rapporter ça par rapport au nombre d'enfants qui sont contaminés. Et effectivement, aux États-Unis, il y a des comorbidités qui expliquent effectivement les chiffres. Néanmoins, dans la situation actuelle, effectivement, on va aller vers une vaccination des enfants parce que ça va être le seul moyen de réellement contrôler l'épidémie. Mais je voudrais profiter de cette discussion également sur le milieu scolaire pour dire que dans les grands loupés qu'on a eus dans cette pandémie, et il faut toujours penser, c'est pas pour faire des critiques systématiques, mais pour penser pour l'avenir, on a eu par exemple l'affaire des masques au début, etc., mais des tests diagnostiques. C'est invraisemblable de voir les progrès qui ont été faits sur les vaccins et le fait que sur le diagnostic, on n'a pas bénéficié suffisamment du progrès technologique qui est remarquable. Et je dis ça parce que vous pourriez avoir des techniques pour les enfants dans les écoles où on teste avec des tests salivaires, pas en ayant besoin de se mettre dans le nez des tiges, etc. Mais les autotests, ça existe. Et alors,
et avec une fiabilité et des résultats qui sont donnés rapidement. Le problème des autotests, si vous voulez, c'est que c'est très bien, c'est beaucoup mieux que rien. Mais on le sait bien, enfin, la nature est humaine. Vous avez des gens qui se font des autotests, on va dire, entre guillemets, sans conviction, ce qui leur permet d'être négatifs. Et vous avez des gens qui font Alors que le test salivaire, ça marche très bien. Le test salivaire a l'avantage, si c'est pas d'être un peu d'être plus standardisé, si vous voulez. Ouais. Donc, ce que je cherche simplement à dire, c'est que malheureusement, ça peut pas s'appliquer dans l'immédiat, mais il va falloir qu'on prenne en compte ces progrès pour le contrôle de ces pandémies. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui touche à sa fin.